Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Faire résistance des actes criminels à l'endroit des Burundais réfugiés en Ouganda. 3 réfugiés ont été tués dans une période d'un mois seulement. Au sommaire également, plus de 200 militaires Imbonerakure du CNDD-FDD sont dans la forêt de Mulehe, située en commune Busoni de la province de Kirundo depuis ce mercredi soir, où ils vont recevoir une formation militaire. Au cours de cette édition, nous parlons aussi d'une maladie non encore identifiée qui attaque le haricot dans les provinces de Mwaro, Muramvya et Rutana. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Je vous le disais en titre. 3 réfugiés burundais ont été tués dans une période d'un mois en Ouganda d'une manière mystérieuse. L'exemple récent est celui d'un Burundais qui a été retrouvé mort ce lundi dans une rivière. Ce qui a créé une peur panique au sein des Burundais réfugiés en Ouganda qui jugent que leur sécurité est menacée. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Des crimes sont commis depuis un certain temps à l'endroit des réfugiés burundais vivant en Ouganda par des hommes non encore identifiés. Dans une période des mois, seulement 3 réfugiés ont été tués, une situation qui inquiète énormément Damien Nyabenda, le représentant des Burundais réfugiés en Ouganda. La communauté de réfugiés burundais ici en Ouganda vient de perdre encore une fois un réfugié du nom de Iradukunda Kelly. C'est un Burundais qui vit ici à Kampala. Il a été tué dans la ville de Jinja où il est allé vendre ses biens pour faire vivre la famille. Ce réfugié burundais qui vient d'être tué avait été porté disparu depuis vendredi de la semaine dernière et son corps a été découvert ce lundi. Ces réfugiés burundais sont pour le moment dans une situation de peur panique suite à ces actes criminels qui ne visent que des Burundais. Ils demandent au gouvernement ougandais d'assurer leur sécurité et de diligenter des enquêtes minutieuses afin que les auteurs de ces crimes soient identifiés et traduits devant la justice. Nous demandons aux instances policières de nous aider à mener des enquêtes approfondies pour que nous connaissions ce qui tuent nos frères et que les réfugiés burundais qui vivent ici en Ouganda vivent dans la paix et dans la sécurité. L'Ouganda a accueilli sur son territoire 40 000 réfugiés burundais depuis la crise de 2015. Un quart de ces réfugiés vit à Kampala, la capitale ougandaise. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Luc Owoyosigire, le porte-parole adjoint de la police ougandaise, pour de plus amples éclaircissements à ces actes criminels. Toujours au chapitre sécurité, plus de 200 militaires Imbonerakure de la province de Kirundo sont depuis ce mercredi soir dans la forêt de Mulehe où ils vont recevoir une formation militaire. Ces derniers venaient de passer plus d'une semaine en cantonnement à suivre des enseignements en rapport avec l'idéologie du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le point avec Josiane Mouzanez. Initialement, ce sont 240 Imbonerakure qui devraient suivre ces enseignements. Ces derniers ont été choisis dans toutes les communes de la province Kirundo et chaque commune devait aligner 35 Imbonerakure, exception faite de la commune Gitobe qui devrait envoyer 30 Imbonerakure. Mais selon un des Imbonerakure qui sont en train de suivre cette formation et qui s'est confié à la RPA, seuls 226 ont répondu présents, filles et garçons confondus. Tous ces miliciens du parti au pouvoir ont été hébergés dans le centre de formation des métiers de Kirundo, CE en sigle, et ce, dès leur arrivée en date du 3 mars. Notre source révèle que les enseignements proprement dits ont débuté le 5 mars et le lancement officiel a été donné par le nommé Jean-Marie Muhigwa, secrétaire du parti CNDD-FDD et natif de la province Kirundo, lequel était accompagné par le responsable provincial de la Ligue Imbonerakure, Abel Ahishakiye. Ici, notre source nous parle de comment ces enseignements sont organisés. Ces enseignements se dérouleront en 2 temps. En premier lieu, on nous a rappelé l'idéologie du parti couplée aux enseignements patriotiques ainsi que les enseignements liés à l'élaboration de petits projets.
En deuxième lieu, on va nous donner une formation paramilitaire, notamment le maniement des armes à feu. La première partie a pris fin le mardi 14 mars et ses enseignements ont été dispensés dans deux locaux, à savoir le CE qui est le centre d'enseignement des métiers, ainsi que CLAC Kirundo. Ce mercredi 15 mars, tous les 226 Imbonerakure ont alors été délocalisés vers la réserve naturelle de Murehe, située en commune Boussoni, où ils vont cette fois-ci suivre une formation paramilitaire. Des informations en possession de la RPA font savoir que les personnes sélectionnées pour dispenser cette formation sont déjà sur place et sont toutes venues de la province Makamba, la province dans laquelle est natif le secrétaire général du parti CNDD-FDD Révérien Ndikuliyo, lequel aurait lui-même trié soigneusement ses formateurs. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre et Albert Hatungimana, gouverneur de la province Kirundo, et Révérien Ndikuliyo, secrétaire général du parti CNDD-FDD, pour recueillir leurs réactions. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Parlons droit de l'homme à présent, manque de médicaments au dispensaire de la prison Omedongozi. Bientôt 2 semaines que les agents de santé administrent un même médicament à tout détenu qui a un souci de santé. Les informations fournies par les détenus de cette maison carcérale font savoir que ces infirmiers leur donnent du ibuprofène car c'est le seul médicament disponible. Jusqu'à la fin du mois de février dernier, la prison Omedongozi avait 1626 détenus. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. La colère est grande au sein des populations membres des associations d'agriculteurs chassés dans leurs terres par la famille présidentielle en commune Bugendana de la province de Gitega. Ces populations déplorent le fait qu'ils n'ont pas pu recevoir d'autres terres à exploiter et craignent une grave paupérisation des familles. Selon un des représentants de ces associations, l'office du président Jodel Ndayishimiye a également détruit l'environnement en faisant couper des arbres plantés il y a plusieurs années pour protéger les collines d'érosion. Je suis l'un des responsables des associations qui effectuaient des activités champêtres sur la colline Makaba en commune de Bugendana. Il y a plus d'une année, nous avons été chassés de nos terres afin qu'elles soient exploitées par l'office du président Ndayishimiye. Il y a érigé une usine de production de biscuits à base de patates douces. À côté de cette usine, il a planté des patates douces et récemment, il a érigé une étable où il pratique l'élevage des vaches, des porcs et des lapins. Toutes les activités que les membres de ces associations effectuaient dans ces terres ont cessé. On y avait planté des avocatiers et ils ont été tous détruits. Des arbres plantés à l'époque du président Bagaza sur la colline Mourire ont été aussi détruits sans tenir compte de leur utilité dans la protection de l'environnement. L'office du président a détruit ces arbres dans l'objectif d'extraire des pierres à utiliser dans la construction de son usine et de son étable. De notre côté, nous demandons au président de la République de penser à nous et de nous venir en aide car des centaines de familles sont dans la misère actuellement. Qu'il nous dédommage en nous offrant d'autres terres où nous pouvons mener nos activités. Mais aussi, nous demandons que la loi soit appliquée pour que nous soyons dédommagés de nos avocatiers car nous avons aussi perdu de l'argent investi dans la plantation de ces avocatiers. Malgré notre mécontentement, nous n'avions pas pu porter plainte devant la justice parce que nous avions constaté que personne ne pouvait se hasarder d'aller à l'encontre de la volonté du fils du président de la République. Une autre inquiétude de ces populations est l'achat systématique par les autorités des terres de la population, ce qui risque de priver les populations locales des terres cultivables. Franchement, les temps sont durs pour nous, les habitants d'Ogendana. Si tu regardes les terres que le fils du président Ndayishimiye a déjà pris, elles peuvent aider beaucoup de familles d'Ogendana à survivre, mais voilà que nous n'avons plus même de terres cultivables. D'autres familles qui possédaient des terres et les ont vendues soit au député Lazare, soit au président Ndayishimiye. Plusieurs terres appartiennent actuellement aux hautes personnalités du pays. Nous ne voyons pas comment nous allons procéder pour faire face à la famine. Nous menons vraiment une vie difficile. Ces populations réunies dans les associations sont estimées à plus de 300 familles.
Toujours au chapitre gouvernance, la PARSEM demande au gouvernement de rehausser le budget destiné aux infrastructures car il présente le niveau de la croissance économique du pays et facilite les activités des investisseurs. Cela a été dit dans une conférence de presse de ce jeudi. Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, exhorte aussi qu'il y ait la traçabilité des projets de construction dans l'exercice budgétaire prévu par le gouvernement pour renforcer la transparence. Les infrastructures, ils constituent la base de la qualité de vie de la population et de l'environnement des affaires. Ils exigent des moyens colossaux. Les infrastructures sont notamment les routes, les ponts, les aéroports, les ports, les bâtiments, les barrages, l'électrification des adductions d'eau électrique. Mais nous constatons que le budget actuel de 344 milliards du ministère des Travaux publics est en grande partie composé par 258 milliards pour le chemin de fer. Ça veut dire que le reste est dérisoire. 75% est dévoré par la construction de son chemin de fer. Les autres, on a 24 milliards pour les routes, 19 milliards pour les constructions diverses. Nous avons fait le montant réservé aux autres infrastructures est dérisoire, notamment les routes, l'électrification des campagnes et des centres, le remplacement des réseaux de distribution d'eau ici à Médon Bujumbura. Et aussi, on constate l'existence encore des projets hors vue, notamment la construction de certains bâtiments, des bureaux ministériels, des bâtiments, comme ces bâtiments, par l'Assemblée nationale ici et là, on ne voit pas de traçabilité dans le budget. La construction des stades, on voit un stade qui est en train d'être construit ici. Il n'y a pas de traçabilité dans le budget. Comment est-ce qu'il est financé? Comment est-ce que ça sera contrôlé? Tout sera pour justement développer la transparence. Encore, nous constatons l'annonce des projets dont le financement reste hypothétique. Il n'est pas précis ici dans le budget. On annonce les constructions des logements sociaux. Il n'y a pas de traçabilité. 30 buildings qui pourraient être construits à Gitega. Au projet, on n'a pas de traçabilité. L'aéroport de Bugendana, pas encore de traçabilité. Encore, on remarque un manque de cohérence entre la planification centrale et la planification locale. Donc, qu'est-ce que nous recommandons? Nous recommandons l'élaboration du PIP, c'est-à-dire le document PIP, Programme d'investissement public, qui sera rapporté de tout le monde. Tous les projets, tous les investissements devaient contenir dans ce document. Et pendant l'exécution des travaux, on devait avoir la transparence, les tableaux là qui montrent l'agence d'exécution d'un projet, maître d'ouvrage, toutes les informations doivent être reçues. Et il faudra décourager ces projets hors budget parce que ça ouvre les spéculations, manque de transparence, tous les mots. Cette conférence de presse a été animée dans le cadre du programme de PARSEM Notre argent, nos droits. Je vous le disais, ensuite, la culture du haricot est menacée par une maladie non encore identifiée qui s'est déjà manifestée dans les provinces de Mwaro, Muramvya et Rutana. La population demande aux autorités chargées du secteur agricole de leur venir en aide pour éradiquer la maladie. Sinon, d'après elle, la famine pointe à l'horizon. Le point avec Eric Nyozil. Cette maladie qui a attaqué la culture de haricots s'est déjà observée dans les communes de Lusaka, Gisozi et Ndava en province de Mwaro. En effet, en commune de Lusaka, cette maladie fait ravage sur les collines Kirambi, Cheo et Makamba. Et dans la commune de Gisozi, la dite maladie s'est propagée sur la colline Nyagawabare. Notre source dans cette localité indique que cette maladie laisse les haricots dans un état déplorable, comme s'ils ont été brûlés avec de l'eau bouillante. Sur toutes ces collines, les haricots continuent à se détériorer comme s'ils avaient été brûlés. Aucun champ de haricots n'a été épargné. En bas des tiges de haricots, il y a plein de vers de terre et un liquide transparent comme de l'eau et plein d'insectes coule de ces tiges. Je crois que c'est une nouvelle maladie parce que c'est la première fois que nous voyons cela. Également dans la province de Muramvya, précisément en commune Kiganda, sans oublier la province de Rutana, dans la zone Kivoga, cette maladie fait ravage dans les champs de haricots. À voir qu'ils ne vont rien récolter, les cultivateurs de ces localités disent qu'ils ont vraiment désespéré. Quand le plant de haricot commence à présenter des feuilles, ces dernières se courbent, puis deviennent jaunes et à la fin, le plant devient sec. En plus, quand cette maladie attaque un champ, elle le ravage tout entier. Nous les cultivateurs, nous sommes dans la désolation. On avait espéré qu'on allait avoir une bonne récolte au mois de mai pour en finir avec cette famine qui fait qu'actuellement 1 kilo de haricots s'achète entre 3500 et 4000 francs Burundi. On se disait que dans les jours qui viennent, il allait y avoir une petite accalmie. Mais aujourd'hui, avec la famine qui gangrène le pays, on ne sait pas à quel sein se vouer.
Ce cultivateurs demandent avec insistance aux autorités chargées du secteur agricole de prendre en main cette question car si rien n'est fait dans l'immédiat, selon eux, la famine va s'intensifier dans le pays. Pénurie du carburant de type essence et mazout au nord du pays depuis une semaine. Les habitants de cette région indiquent que les conséquences commencent à se faire sentir car le prix de transport a doublé. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les provinces du nord du pays que la RPA a pu visiter sont Kirundo, Muyinga et Ngozi. Partout le carburant est introuvable, que ce soit l'essence ou le mazout. Les populations des provinces de Muyinga et Ngozi indiquent que la situation se présente ainsi depuis une semaine où il n'y a aucune goutte de carburant. Notre source en province de Muyinga fait savoir qu'une fois disponible, le carburant de type essence ou mazout se vend au marché noir à un prix exorbitant. Comme conséquence, les prix de transport sont également majorés du simple au double, voire plus. Le prix du ticket a été majoré suite au manque de carburant, que ce soit le mazout ou l'essence. Pour le moment, un litre coûte entre 10 et 12 000 francs. Pour se déplacer de Muyinga à Gitega ou de Muyinga à Ngozi, chacun exige le montant qu'il veut, entre 13 et 15 000 francs. La situation est identique en province d'Ngozi. La population de cette province dit que les chauffeurs de bus fixent les prix de transport comme ils veulent, y compris les conducteurs de moto-taxi. Au marché noir, une bouteille de Kinju d'un litre et demi s'achète à 15 000 francs. Les conséquences tombent sur nous, car là où on se déplaçait à 500 francs, maintenant c'est 1000 francs. Que le carburant soit disponible ou pas, ce prix ne change pas. Il reste à 1000 francs. Normalement, on a fixé les prix pour les bus qui font le transport Ngozi ou Djumbura, mais chacun fixe le prix comme bon lui semble. Seuls, les bus de l'agence Volcano ont maintenu le prix de 9500 francs, mais là, les bus qui fonctionnent sont moins nombreux. Après un mois sans carburant en province de Kirundo, les citoyens avaient poussé un offre de soulagement ce mardi car une des stations a été approvisionnée en carburant de type mazout. Toutefois, ce produit n'a duré que le temps de la rosée car le lendemain, la même station était à sec. Les habitants des provinces du nord du pays demandent au gouvernement de s'activer pour que le carburant soit disponible, surtout le gazoil. Sinon, si la situation perdure, ils craignent que les prix des vivres ne soient eux aussi augmentés. Merci à toi Emmanuel Nyungeko du nord du pays campé sur l'ouest pour parler de la pénurie d'eau potable dans certaines collines, dont Midura, toute de la commune Rugombo dans la province de Chibitoke, qui est à l'origine de l'épidémie du choléra qui s'est vue dans cette localité ces derniers jours. Selon la population de la commune Rugombo, à part ces collines, même le chef-lieu de la dite commune a passé plus d'une semaine sans aucune goutte d'eau potable. Le point avec Elvis Nyomungé. Il est difficile de trouver de l'eau potable sur la commune Midura de la commune Rukana en commune Rugombo de la province Chibitoke. Cette colline ne connaît même pas de fontaine publique. Les occupants de cette colline utilisent souvent l'eau de la rivière Sidi se trouvant tout près des abris temporels. Ils en utilisent pour étancher les soifs, pour la cuisine, pour la vaisselle, pour la lessive, de même la douche. Selon ces habitants de cette colline, cette pénurie d'eau serait à l'origine de l'épidémie du choléra qui se remarque depuis quelques jours. C'est vrai, sur la colline Midura, on n'a pas d'eau potable. En plus, il y a une grande distance par rapport au chef-lieu de la commune Rugombo. C'est vers la RDC. Les habitants de cette colline boivent l'eau de la rivière Lusidi car c'est cette rivière qui est proche de leur ménage. Ils peuvent également utiliser l'eau des caniveaux. C'est pour cela même que l'épidémie de choléra nous a attaqués. En commune Rugombo, la pénurie de l'eau potable n'affecte pas uniquement la zone Rukana. Le chef-lieu de la commune connaît également ce problème. Concernant l'eau potable, ces derniers jours, la pénurie d'eau potable est également remarquable dans toute la commune Rugombo et même au chef-lieu de la commune. C'est une situation qui dure maintenant plus d'une semaine. Pourtant, cette épidémie est à l'origine du choléra dans les secteurs Midura.
Nos sources indiquent que la situation est d'autant plus sérieuse sur la commune Rusiga de la zone de Chibitoke. L'eau potable est une denrée rare dans ce secteur qui pourtant est connu comme foyer de la propagation du choléra en commune Rugombo. Pour rappel, cela fait quelques jours que l'épidémie de choléra a été déclarée sur la colline Midura, causant de pertes de vie humaines. La Croix-Rouge et les organisations comme Médecins sans frontières et de la population a fait face à cette épidémie, soit par l'alimentation en eau potable, soit par traitement des cas déjà déclarés. Merci à toi aussi, Hervé Séné-Monguéré. Merci, mesdames et messieurs, de votre oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Passez de bons mois chez vous. Au revoir.